Son sourire, son intelligence, ses pulls en mohair, on se souvient de son émission 7 sur 7, diffusée tous les dimanches soirs sur TF1. Elle a par la suite occupé plusieurs fonctions, notamment celle de directrice éditoriale du Huffington Post de 2012 à 2019. C'est une femme forte qui a su se réinventer à toutes les étapes de sa vie que nous recevons ce soir. Elle est passionnée par l'art, par la culture. C'est Anne Sinclair qui est sur notre plateau. Bonsoir Anne Sinclair. Bonsoir. On est très heureux et moi personnellement très émue parce que vous m'avez donné très envie de faire ce métier et donc voilà, c'est un vrai honneur et un grand moment d'émotion. Est-ce que je peux juste rectifier un tout petit peu quelque chose? C'est les pulls en mohair. Ah, oui. C'est quelque chose qui qu'on aime beaucoup ressorti. Colle à la peau vraiment avec assez peu de raison parce que, et vous le comprendrez très bien, un pull en mohair, j'ai dû le porter 4 ou 5 fois. Pas plus sur certaines émissions. Ouais. Parce que dans un plateau de télévision, il fait très chaud avec des pulls en mohair. Et que la laine volette et vient dans les yeux et dans les cils. Et donc, c'est devenu, je ne sais pas pourquoi, parce qu'un journaliste a dû l'écrire une fois ou deux. Et donc, ça a été partout. Mais j'ai porté très peu de pulls en mohair. Oui, c'est une rectification qui me semble essentielle, absolument, et essentielle à faire. Rectification vestimentaire. Alors, on va parler non pas de vêtements, mais du livre que vous venez de publier aux éditions Grasset, un livre qui s'intitule La rafle des notables, qui relate l'histoire de votre grand-père paternel et à travers lui l'histoire de nombreux juifs de France. Ça se passe la nuit du 12 décembre 1941. Il s'appelle Léonce Schwartz. Il est arrêté à Paris par 2 gendarmes allemands et 2 policiers français. Et il fait partie des 743 juifs qui vont être conduits au camp de Compiègne. Et là-bas, dans la saleté, la violence, votre grand-père va vivre l'enfer. Pourquoi avoir eu envie et pourquoi maintenant, parce que vous auriez pu le faire plus tôt, de raconter cette histoire et à travers cette histoire, celle des Juifs de France? Pourquoi maintenant, je ne saurais pas vous dire. Parce que peut-être au bout d'un moment de vie, on se replonge un peu sur ses racines et son histoire. C'est une histoire que je connaissais depuis l'enfance, mais que je n'avais jamais approfondie. Et d'ailleurs, c'est en partie pour ça que j'ai voulu essayer de chercher, de comprendre, et j'ai pas beaucoup plus compris et pas beaucoup plus trouvé, en tout cas en ce qui concerne mon grand-père. Et donc c'était à partir d'une quête personnelle où mon grand-père s'est très vite effacé derrière cette histoire collective, qui est l'histoire de cette rafle des notables, qui est assez peu connue. Elle est connue des spécialistes, bien sûr, de Laurent Joly, de Paxton, bien sûr de Serge Klarsfeld, etc. Mais assez peu connue du grand public. Elle n'était pas de moi qui pensais connaître beaucoup de choses sur le sujet et la période. Et cette rafle des notables, qui a été donc le 12 décembre 41, et où la plupart, je dirais après pourquoi mon grand-père n'en a pas été, heureusement pour lui, la plupart ont formé le premier contingent de déportés juifs de France en direction d'Auschwitz, avant la rafle du Veldiv, et donc ça a été un peu occulté par les autres rafles et les autres humiliations, vexations et discriminations. Et donc, en recherchant au fond des raisons plus personnelles de faire cette enquête, je suis tombée sur cette histoire collective et j'ai eu envie de donner vie à ces témoignages qui ont été des témoignages de survivants, des témoignages de déportés qui eux-mêmes jetaient les billets, vous savez, par la fenêtre des trains. Et en lisant, et je me suis beaucoup imprégnée de leurs récits, au fond, je n'apporte pas d'éléments d'information nouveaux. Je suis pas une historienne, et simplement, je voulais mettre à la disposition du grand public une histoire qui n'est connue que par les spécialistes. Est-ce que dans votre famille, ce sont des choses dont on parlait? Parce que dans beaucoup de familles ashkénazes, les personnes qui avaient vécu ces drames en parlaient finalement assez peu, parce que c'était très douloureux. Est-ce que dans votre famille, c'est des sujets qui étaient abordés ou jamais? Curieusement, c'était abordé. Je connais beaucoup de choses des années de guerre de mon père, qui était dans la France libre, et notamment qui s'était engagé dans les forces gaullistes au Moyen-Orient. Donc, je n'ignorais pas du tout ces histoires-là. En revanche, ce grand-père est mort des suites de cet internement à Compiègne. Il est mort dans son lit. Oui, dans son lit, c'est ça, parce qu'il aurait pu, hélas, être transféré à Auschwitz. Et en fait, il a dû son salut. Exactement. À une maladie. Voilà. Au fait qu'il était très malade et qu'au début, les autorités allemandes préféraient qu'on meure à l'hôpital plutôt que dans le camp. Ça a très vite changé. Mais en tout cas,
La pratique habituelle était que les autorités allemandes remettaient les plus grands malades dans les hôpitaux, quitte à venir les rechercher quand ils étaient un peu rétablis, pour cette fois les déporter à Auschwitz avec un cynisme effrayant. Et ma grand-mère a réussi à le sortir avant qu'il ne soit déporté pour Auschwitz. Et donc, il a échappé à la déportation et il est mort des suites de cet internement et de ces mauvais traitements dans son lit et non pas dans une chambre à gaz, ce qui est beaucoup. Mais la plupart de ceux qui ont été raflés dans cette nuit-là, du 12 décembre 1941, ont été formés, le premier contingent déporté vers Auschwitz. En fait, ce camp de Compiègne, qui est à 70 km de Paris, c'est ça qui m'a le plus remué, c'est qu'au fond, c'était un camp nazi en France. Alors, on connaît Drancy, on connaît Beaune-la-Rolande, on connaît Pithiviers, etc. On connaît beaucoup de camps en France qui étaient d'abord administrés par Vichy, ensuite étaient administrés par les Allemands, mais celui-là, dès le départ, était administré par, théoriquement, la Wehrmacht, mais en fait, c'était la Gestapo qui avait la main. Et ce camp était un camp nazi, c'est-à-dire avec... Alors, il n'y avait pas d'exécution sur le lieu du camp, il n'y avait pas de chambre à gaz, il n'y avait pas de travail forcé, mais sinon, il y avait des conditions d'hygiène, d'alimentation, de froid. Ça a été un hiver où il a fait moins 20 dans la région parisienne et dans le camp. Ils avaient une soupe par jour, ils ont perdu tous, ils sont restés là 3 mois, ils ont perdu tous à peu près entre 20 et 30 kilos. La saleté, la vermine, la maladie avaient raison d'eux. Les engelures étaient abominables. C'était des spectres. Et d'ailleurs, dans le cahier photo du livre, on voit que mon grand-père, juste avant la guerre, qui avait une 60aine d'années, qui était plein de santé, et qui, quelques années plus tard, un camarade de camp a fait un croquis de lui au Val-de-Grâce. Il a l'air décharné, le regard perdu, il a l'impression qu'il a pris 100 ans. Enfin, et donc, c'est un peu ce chemin de croix terrible qu'a été ce camp, qui au fond devait être un camp de transit. Au départ, dès le départ, la Gestapo voulait les déporter immédiatement. C'était en décembre et les trains étaient pris par les pères missionnaires allemands qui revenaient pour les fêtes de Noël chez eux. Et donc, ils ont attendu dans ce camp. Et Dannecker, qui était le chef de la Gestapo, n'avait de cesse de réclamer à Berlin en permanence quand est-ce que vous me les déportez, mes juifs qui sont là. Et il a obtenu ça au mois de mars seulement, mon grand-père ayant été transféré juste 15 jours avant à l'hôpital du Val-de-Grâce, dont il a pu sortir encore une fois et se cacher pendant quelques mois avant de décéder. Mais c'était très intéressant parce que cette rafle, qu'on appelle la rafle des notables. Pourquoi notable? C'est probablement... Mon grand-père n'était pas ni un intellectuel, ni un notable particulier. Il avait une petite entreprise de fabrication de dentelles. Donc, il était un petit chef d'entreprise. Mais il y avait... des avocats, des écrivains... Oui, il y avait surtout des personnalités françaises extrêmement connues. Un homme comme Pierre Masse, qui était un très grand avocat, un ténor du barreau, qui était un type formidable, et une conscience morale. Il y avait René Blum, qui était le frère de Léon Blum. Il y avait le fils de Tristan Bernard, Jean-Jacques Bernard. Il y avait un président de cour d'appel, un président de chambre de cour de cassation. Il y avait des historiens comme Georges Wellers, Jacques Ancel, etc. Il y avait le frère de Robert Debré, le médecin, le grand médecin, l'oncle de Michel Debré. Et donc, il y avait des personnages qui étaient des Français juifs très assimilés, qui s'appelaient eux-mêmes des Israélites, au fond. Ils avaient le sentiment qu'ils étaient, la réalité, qu'ils étaient en France depuis des générations et des générations, depuis toujours, et qu'ils étaient d'abord des Français, dont finalement la religion juive les avait à peine effleurés. Certains n'étaient jamais allés dans une synagogue, d'autres étaient mariés avec des femmes qui n'étaient pas juives, les troisièmes disaient « mais comment j'ai fait la guerre de 14, j'ai la Légion d'honneur, je suis ancien combattant », et ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Très assimilé, entre guillemets. Très assimilé et ne comprenant pas ce qui leur arrivait. Or, comme la Gestapo voulait arriver au chiffre 1000, qu'ils en avaient raflé que 743,
1963, ils ont transféré, ils ont additionné à ce premier contingent 300 détenus qui venaient du camp de Drancy et qui étaient des juifs étrangers qui s'étaient réfugiés en France et qui, eux, comprenaient ce qui leur arrivait et qui expliquaient, écoutez, nous on a vécu les pogroms, les discriminations, les tentatives de meurtre, etc. Et donc, on va vous dire ce que les nazis cherchent. Et donc, il y a eu au début cette forme d'incompréhension. De sidération. Et puis surtout venant de mondes complètement différents. À l'époque, on avait très peu conscience, au fond, de ce qui se passait et de la forme que ça pouvait prendre. Et ces juifs français se disaient, on est d'abord français, et donc on sera protégés. Eh bien non, ils n'étaient pas protégés, et pas plus que ça. Et les autorités de Vichy, d'ailleurs, n'ont pas beaucoup levé le petit doigt. Écrire, ça a été une forme de thérapie, entre guillemets, par rapport à cette histoire familiale collective? Non, je pourrais pas dire thérapie, mais envie de dire, au fond, ce que j'ai eu envie de faire, c'est de dire, je veux que cette histoire soit connue. Elle est connue des spécialistes, elle est connue des historiens, elle est connue de Serge Klarsfeld, elle est connue au mémorial de la Shoah, elle est connue au mémorial de Compiègne, mais le grand public ne lit pas forcément ces journaux, ces témoignages, ces récits. Et je me suis dit, avec un peu de vanité, peut-être qu'en l'écrivant, je mettrai à la disposition du grand public cette histoire. Et surtout parce que c'est très spécifique, cette rafle et ce camp. C'était une population quand même assez homogène en matière d'éducation et de sensibilité. Et d'ailleurs, ce que j'ai trouvé absolument remarquable, et Klarsfeld me disait, au fond, c'était pour ne pas devenir fou, c'est que ces hommes qui se sont retrouvés dans cette situation tragique, coupés de tout, coupés des vivres, coupés des familles, coupés de tout, enfin avec leurs vêtements sur le dos, se sont réunis. Alors, le premier mois et demi, après, ils étaient trop faibles pour sortir des chambrées le soir, mais ils se réunissaient pour faire des conférences. Pour au moins le soir, il y avait une conférence sur Racine, sur Gérard de Nerval, sur les fables de La Fontaine, sur les grands procès de l'histoire, sur le rôle de l'électricité dans la science. Incroyable. Sur voilà, un certain nombre de sujets qui permettaient aux conférenciers qui n'avaient ni papier ni crayon d'essayer de construire au fond leur discours, et aux détenus d'écouter, au moins d'oublier pendant une heure. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. C'est une façon de survivre. De survie. J'ai lu un journal qui m'a beaucoup ému, qui est celui de François Montel, dont je parle dans le livre, qui était avocat, qui a été arrêté, déporté à Drancy. Ensuite, il a été envoyé à Compiègne, et il a fini comme les autres à Auschwitz. Mais il raconte, au fond, et dans son journal, tous les jours, il se demande, mais au fond, à la fin de La Reine morte de Monterland, comment ça se passe, quand Alfred de Vigny écrit ce poème, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Je trouve que c'est d'une force morale qui force le respect. Enfin, je suis pas sûre qu'on serait capable, enfin en tout cas moi je suis pas sûre d'être capable de m'élever au-dessus de la misère profonde pour réfléchir à des sujets intellectuels et collectifs. Ça force en effet le respect, ça s'appelle La Rafle des Notables, c'est aux éditions Grasset, on va continuer à en reparler, mais dans l'immédiat, je vais vous proposer une expérience peut-être inédite, enfin je pense, vous me direz, puisque je vais vous laisser seul sur ce plateau, et voilà, vous allez voir, ça va très bien se passer, je vous laisse découvrir la suite. D'accord, à tout de suite. Je suis à vous. Anne Sinclair, est-ce que vous êtes bien installée? Je suis parfaitement bien installée, je suis à 2 doigts de m'endormir. Alors vous avez un repose-pied, vous allez voir, je vais vous faire travailler, vous n'allez pas vous endormir. Vous avez un repose-pied si vous avez envie d'allonger vos jambes, faites comme chez vous. Je vais vous proposer différents mots, vous allez me dire ce qu'ils vous inspire. Le premier d'entre eux, c'est responsabilité. Oui, c'est quelque chose qui est présent à la fois dans ma vie personnelle et puis dans l'exercice de mon métier. Je pense que quand on est journaliste,
c'est d'abord ça qui doit vous inspirer, c'est-à-dire, et je le dis avec force au moment précisément où les réseaux sociaux sont tellement puissants, envahissent nos vies, c'est que nous avons la responsabilité, nous qui donnons de l'information, de vérifier que cette information est exacte. Ce qui veut dire quelquefois de renoncer à la rapidité pour pouvoir vérifier l'information, en être absolument certain, la pondérer quelquefois, la mettre en perspective. Tout ça, c'est l'exercice de responsabilité qui s'efface dès que vous êtes pris par l'urgence et par la diffusion immédiate de la nouvelle. Et quand je dirigeais des organes de presse, et notamment le Huffington Post que j'ai lancé, comme vous le rappeliez tout à l'heure, je disais toujours à mes journalistes, surtout, le scoop m'est complètement indifférent. Et donc, je préfère qu'on manque une information, mais qu'on soit sûr de ce qu'on dit, qu'on le vérifie 10 fois, qu'on l'écrive correctement. Alors, évidemment, ça, quelquefois, les choses vous échappent et bien entendu, on est faillible. Mais le principe de responsabilité est quelque chose auquel je tiens infiniment. Alors quand on parle de responsabilité, on pense aussi à droiture et c'est une qualité qui semble très importante à vos yeux. Je lisais récemment un portrait hommage de Jean Daniel et effectivement vous avez salué dans ce portrait sa rectitude, son honnêteté intellectuelle. Ça fait partie de la responsabilité ? Je ne sais pas si ça fait partie de la responsabilité, mais en tout cas, ça fait partie des qualités humaines que j'apprécie le plus. C'est-à-dire être... oui, ne pas varier, savoir ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce en quoi on croit, ce qu'on veut transmettre, être conscient du poids des choses et des mots et avoir une rectitude morale. Oui, ça fait un peu démodé, mais j'y crois. Vous avez énormément fréquenté le monde du pouvoir, les cercles politiques. Quand on parle de responsabilité et de pouvoir, est-ce qu'on peut dire qu'un grand pouvoir, quelque part, confère une grande responsabilité ? Bien sûr, plus on a de pouvoir, plus on a la responsabilité de l'exercer avec discernement. C'était vrai dans la cité antique, c'est vrai de nos jours, et c'est de plus en plus difficile, parce que vous êtes justement, quand vous exercez le pouvoir, soumis à l'urgence, soumis à l'influence immédiate, soumis à l'opinion. Et l'opinion publique a quelquefois une force qui vous entraîne au-delà et pas exactement sur ce que vous devez ou vous devez faire. Mais je pense que contrairement à l'image qui est généralement répandue des hommes et des femmes politiques, je les trouve assez non seulement responsable, mais très 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 soucieux de l'enjeu que représente leur fonction. Et c'est très facile de dire ils sont tous pourris, ils sont tous incapables. C'est pas vrai. Il y a une sorte d'exigence dans le métier d'élu, d'exigence et puis aussi oui, c'est pas toujours gratifiant d'être au pouvoir et d'être élu. On gagne moins d'argent, on est mal vu, on est avec les journalistes les plus détestés. Les gens de pouvoir, c'est ce qui leur tombe sur le nez. Et finalement, ils ont une sorte de conscience et de dévotion au bien public, à la res publica, la chose publique, qui est, je trouve, tout à fait remarquable. Vous avez évoqué la question de la responsabilité professionnelle, que ce soit celle des politiques, que ce soit celle des journalistes. Quid de la responsabilité personnelle ? Oh, elle est quotidienne. On est responsable de ses actes. On est responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on dit. Ça fait partie d'une forme de cohérence personnelle qui doit dicter un peu votre mode de vie. Je ne suis pas une grande moraliste ni une grande rigoureuse, mais je pense qu'il y a un certain nombre de choses auxquelles
il faut se tenir. Vous évoquiez la droiture tout à l'heure, la franchise, l'amitié, le respect. Enfin, il y a un certain nombre de valeurs auxquelles, justement, la responsabilité nous incombe. Toutes ces valeurs, responsabilité, droiture, franchise, respect, amitié, ce sont des valeurs dans lesquelles vous vous reconnaissez à titre personnel ? Ça, ce serait très prétentieux. J'essaye en tout cas de les respecter. Oui, j'ai un sens de l'amitié qui transcende le jugement qu'on peut avoir sur les uns ou sur les autres. Et pour moi, l'amitié est assez forte et sacrée. De la même manière, dans une époque où on glorifie beaucoup l'intelligence, pour moi, c'est pas la qualité première d'un individu, mais sa droiture ou son courage. Le courage, qui est un courage physique, un courage moral, qui est un courage de s'assumer dans la vie, est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Alors, dans la mesure où l'art tient une place importante dans votre vie, dans la vie de votre famille, je voulais vous proposer le mot beauté. Ah, beauté, beauté justement en art, je pense dans les arts plastiques, est quelque chose qui s'éloigne un peu de la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'art contemporain s'éloigne du concept de beauté. C'est pas quand vous êtes devant une toile de Rembrandt, de Van Gogh ou de Picasso, vous êtes saisi par la beauté et la force de l'œuvre. Aujourd'hui, dans l'art très contemporain, c'est pas la beauté auquel on fait appel, c'est l'intelligence, ou au contraire la réflexion, ou au contraire le choc, ou au contraire l'émotion. Et je suis peut-être un peu traditionnelle en art, mais pour moi, d'abord, et c'est pour ça quelquefois que l'art ne s'explique pas, c'est que une peinture, une sculpture, une musique est belle, un paysage, sans qu'on puisse exactement dire pourquoi, mais parce qu'il vous émeut. Or, l'art aujourd'hui s'éloigne de plus en plus de cet aspect-là, et c'est ce qui fait que quelquefois, l'art très contemporain ne me touche pas. Et je pense qu'il faut être touché par l'art. Alors vous justement, qu'est-ce qui vous touche, quel type d'art vous touche et pourquoi ? Même si vous l'avez dit, ça ne s'explique pas forcément, on est de l'ordre du ressenti et de l'émotion, mais voilà, qu'est-ce qui vous touche particulièrement ? Écoutez, je peux pleurer à une nocturne de Chopin, je peux être bouleversée par une toile du Titien, je peux être transportée par une sculpture de Michel-Ange. Voilà, je pense que la beauté, l'émotion, ce qu'on ressent devant une œuvre d'art, ça fait infiniment du bien. Moi, je suis très sensible à la lecture, je lis beaucoup, et depuis que je suis enfant, mais je dois dire que ce qui m'émeut le plus, c'est la musique, je crois. Et la musique a pour moi un côté à la fois un pansement et une récompense. Et c'est quelque chose qui me fait infiniment de bien. Et je peux travailler en musique, je peux réfléchir en musique, je peux ne rien faire en musique, parce que je suis très paresseuse. Et j'adore ne rien faire. Et ne rien faire en écoutant de la belle musique, c'est voilà, une volupté extraordinaire. Est-il vrai, en parlant de musique, que quand vous étiez petite, vous rêviez d'être danseuse ? Oh, je rêvais à la fois, je rêvais de quelque chose qui existe, qui est ce qu'on appelle la comédie musicale, c'est-à-dire je rêvais d'être chanteuse et danseuse en même temps. Je n'ai été ni l'un ni l'autre, je n'étais pas tellement douée en danse, et en chanteuse lyrique, j'ai jamais eu l'occasion de faire mes preuves, même si j'adore l'opéra, l'opérette, l'opéra comique, et que j'y étais emmenée très jeune par ma grand-mère. Oui, j'avais envie d'exprimer quelque chose avec la musique, et j'étais pas douée du tout. On m'a mise au piano comme des tas de jeunes filles, et j'ai réussi à échapper au cours de piano avec un mensonge extraordinaire à mes parents, leur disant que j'avais
11 ans ou 12 ans, donc ils ont trouvé que la phrase était un peu trop fabriquée, que j'aimais trop la musique pour l'abîmer ainsi. Ils ont été un peu secs et du coup m'ont dispensé le cours de piano, ce que je déplore aujourd'hui terriblement parce que j'aurais tellement aimé, non pas jouer bien, mais jouer pour moi. C'était joliment présenté, en tout cas dans la façon dont vous l'avez annoncé. Vous parliez tout à l'heure de Titien. Quelle est votre peinture préférée, votre toile préférée ? Oh, je sais pas, là, quand vous me parlez, m'évoque des platanes jaunes tordus dans la ville de Arles par le Van Gogh, m'évoque des toiles de Picasso très abstraites et très fortes et violentes. Puisque vous parlez de Picasso, je vous interromps, pardon, 2 secondes. Est-il vrai qu'il a fait un tableau dans lequel vous êtes représentée ? Pas du tout, c'est ma mère qui est représentée. C'est votre maman, d'accord. Oui, ma mère est sur les genoux de ma grand-mère. Le portrait 1919, alors vous voyez, je serai quand même très très vieille, mais ma mère est un énorme bébé sur les genoux de ma grand-mère et ce tableau est au musée Picasso aujourd'hui où c'est largement sa place. Non, Picasso avait un jour proposé à ma mère, parce que ma famille donc le connaissait, mon grand-père était son marchand, et Picasso avait dit un jour à ma mère, quand j'avais 14 ans, je ferais bien le portrait de ta fille, je lui vois des yeux partout. Et j'ai hurlé de terreur en disant non, et en courant dans le jardin, parce que je me suis vue avec, vous savez, les visages à la Dora Maar, très, très tordus, très tourmentés, avec les yeux au milieu de la figure, etc. Et évidemment, l'ado que j'étais n'avait aucune envie, ce qui veut dire que je n'ai pas du tout de préscience et que je n'aurais jamais eu mon tableau par Picasso. Pardon, effectivement, c'était votre maman, mais donc vous évoquiez cette famille avec ses marchands d'art, et donc ça fait vraiment partie d'une histoire familiale. Vous avez baigné dans l'art finalement toute votre vie. Pas tellement, parce que justement ma mère me reprochait beaucoup de ne pas m'intéresser aux histoires de famille. Et je lui disais tout le jour, j'aime mieux les journaux d'aujourd'hui que les vieux tableaux. Et donc, je voulais faire ma vie professionnelle, je voulais être indépendante, je voulais pas poursuivre une activité familiale. Et donc, par définition, si, j'ai été traînée dans les musées quand j'étais enfant, bien sûr, et comme tous les enfants, ça m'embêtait horriblement avant de commencer à m'intéresser et au fait que j'aime ça. Mais c'était pas ma vie. Moi, j'étais passionnée depuis l'âge de 10 ans par l'actualité, par l'envie de devenir journaliste, par l'envie de donner à voir et à comprendre le monde. Et ça passait pas forcément par une éducation artistique du tout. Donc, oui, j'étais incidemment plongée dans le domaine de l'art, mais pas tout à fait de mon plein gré. C'est venu plus tard. Alors, qu'est-ce qui vous a précisément donné envie de devenir journaliste ? Quel a été le catalyseur ? Écoutez, ça a l'air idiot, mais c'est venu très vite, très tôt et très directement. C'est-à-dire, j'avais 10 ans. Il se trouve que par un hasard tout à fait étrange, mon père qui n'était jamais allé en Algérie s'est trouvé à Alger le 13 mai 58 au moment du coup d'État. Ma mère lui a téléphoné la veille au soir en lui disant mais il paraît qu'il se passe des choses. Il me dit penses-tu, je suis dans mon hôtel au milieu d'Alger, tu penses que je le saurais? Les communications étaient coupées 1 heure après, et donc j'avais 10 ans à ce moment-là. Je voyais ma mère très inquiète puisqu'il n'avait plus de nouvelles pendant 48 heures. Et j'ai voulu comprendre. Donc il a fallu en une journée, vous savez, à l'époque, un enfant de 10 ans, on n'avait pas la télé à la maison, ce qui ne me privait pas, et on connaissait peu de choses de la vie du monde. Donc il a fallu qu'en quelques heures, ma mère m'explique la guerre d'Algérie, la colonisation et la décolonisation, qui était ce général de Gaulle dont on parlait, d'où il venait et pourquoi certains l'aimaient, d'autres l'aimaient pas. Donc j'ai eu une sorte de bain immédiat, et surtout j'ai écouté avec passion les reportages
reportage à la radio. Et curieusement, c'est d'ailleurs une forme de journalisme que je n'ai pas pratiquée moi-même, puisque j'ai fait très peu de grands reportages. Mais c'est ça qui m'a donné l'envie. J'ai dit, c'est formidable, au fond, d'être sur un balcon au milieu d'Alger, de tendre son micro, d'entendre les bruits de la foule, de voir les émeutes et de pouvoir expliquer le monde aux gens. Et c'est ça qui m'a donné envie. Donc j'ai dit, je serai journaliste, et je serai journaliste à la radio, et je serai journaliste à Europe 1, qui était la radio qu'on écoutait dans ma famille. Et je suis devenue d'abord stagiaire à Europe 1, avant de devenir journaliste un petit peu. Un petit peu beaucoup. En tout cas, ça force d'admiration une telle détermination. Alors, en tant que journaliste, vous vous êtes intéressé évidemment à beaucoup de sujets sociaux, sociétaux, notamment le rôle et la place des femmes. Et c'est justement le terme que je voulais soumettre à votre sagacité à présent, le terme femme. Femme, eh bien, j'en suis une et très consciente de l'être. Je suis féministe, disons, de la tradition beauvoirienne du féminisme, c'est-à-dire la revendication de notre identité de femme, de notre statut, de la volonté d'égalité, de représentation. Je suis sans doute plus éloignée des formes plus radicales du féminisme d'aujourd'hui, même si je suis très consciente que les femmes qui aujourd'hui se livrent dans la façon dont elles ont vécu leur agression, leur viol, leur malheur, dans leur identité de femme malmenée, ont un courage formidable et que je salue infiniment. Il reste que aujourd'hui, je voudrais pas qu'on abandonne le côté, au fond, du rôle social de la femme pour son rôle sexuel. Au fond, aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup aux violences faites aux femmes. Or, la première violence faite aux femmes est une violence sociale. C'est une discrimination sur le niveau de rémunération. C'est une discrimination dans les sources de pouvoir. Quand on sait qu'il y a 4 femmes sur l'ensemble des entreprises du CAC 40 qui sont dirigées, qui sont à des postes de pouvoir. Donc, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue, si vous me permettez l'expression, les deux bouts de l'omelette. C'est-à-dire, au fond, toute la palette qui fait notre identité, elle n'est pas simplement une revendication de respect et de distance sexuelle, elle est aussi une revendication de respect social, d'être considéré comme un homme comme les autres. Et une femme est un homme comme les autres. Quelle est la femme qui vous inspire le plus? Alors, vous nous avez parlé de Simone de Beauvoir, mais au-delà de Simone de Beauvoir, qui a certes contribué à une certaine idée du féminisme, est-ce qu'il y a d'autres femmes qui vous inspirent au point d'être presque des modèles, des guides? Écoutez, il y a une femme qui m'a beaucoup inspirée en tant que journaliste, c'est Françoise Giroud, que j'ai eu le bonheur de connaître, avec laquelle je n'ai jamais travaillé, mais qui m'a encouragée, qui m'a suivie de loin comme une grande amie affectueuse. Et c'était surtout un modèle de journaliste, parce que pour moi, elle combinait à la fois la qualité de l'écriture, la plume extrêmement fine et intelligente et cultivée, et en même temps une forme de courage, de mener une barque, de mener un hebdomadaire, de se bagarrer dans un monde d'hommes. Et donc, oui, elle m'a beaucoup inspirée. Vous savez, quand j'ai commencé mon métier de journaliste, j'ai commencé comme stagiaire dans cette station de radio que j'aimais et que j'aime toujours, qui est Europe 1. Je portais les cafés dans les étages, et le directeur de la rédaction, qui est un homme que j'estimais infiniment, qui était un grand journaliste et qui était un grand misogyne, m'avait dit « Surtout, n'allez pas embêter mes journalistes ». Et à ce moment-là, je vous parle quand même, c'était pas 1920, c'était en 1975-80. Les femmes, dans le journalisme, elles s'occupaient des enfants,
de la mode, de la santé, et puis de la vie quotidienne. Mais elle ne touchait pas à ce qui était régalien, c'est-à-dire la politique étrangère, l'économie. Ça, c'était réservé aux hommes. Et donc, c'était un combat déjà. On a du mal à se rendre compte aujourd'hui parce que le journalisme a été justement investi, et notamment je trouve que depuis la première guerre d'Irak, les femmes journalistes sont allées sur les terrains de guerre et en tant que combattantes comme les reporters de guerre d'autrefois. Mais il y avait tout un domaine qui n'était pas autorisé aux femmes, où on considérait que les femmes n'étaient pas compétentes. Donc voilà, à mon petit niveau, j'ai essayé de montrer que on pouvait l'être. Est-ce que vous êtes fière aujourd'hui de votre parcours ? Modérément, oui. Je suis surtout... j'ai conscience d'un très grand luxe qui est d'avoir exercé le métier que je souhaitais faire. Et ça, je reconnais que c'est un luxe inouï. La plupart des gens exercent un métier d'abord pour vivre, pour l'exercer, et rarement parce qu'ils l'ont choisi. Et c'était peut-être le luxe d'une époque où il n'y avait pas beaucoup de chômage, il y en avait même très peu, où j'ai commencé à travailler. C'était au début de la crise pétrolière des années 75. Donc, on avait, quand on voulait du travail, on en avait, et quand on voulait un secteur, on le trouvait. Et ça, c'est un luxe inouï. Alors, fier... Pas de quoi être fière, j'ai fait un métier, je l'ai rempli correctement et j'étais très heureuse de le faire. Fière, oui, enfin oui, on peut être content de son parcours, mais sans excès, il n'y a pas de quoi être fier. En tout cas, vu de l'extérieur, il force l'admiration. Alors, je vais vous brancher, si j'ose dire, sur un dernier mot, qui est le mot Dieu. Mais juste pour faire la transition avec ce mot-là, puisqu'on parlait de femmes, vous avez parlé des femmes qui vous inspiraient dans la société civile. Est-ce qu'il y a des personnages bibliques féminins, et il y en a beaucoup, Sarah et tant d'autres, qui vous inspirent ? Oui, je dirais peut-être Judith, parce que c'est une combattante. Je crois que j'aime mieux les femmes combattantes que les femmes passives. Vous vous définissez vous-même comme une combattante ? Pas tellement, non. Moi, j'ai de l'admiration pour les combattantes. Alors, j'aimerais bien être à ce niveau. À mon petit niveau, j'ai combattu un peu, parce que chacun combat se colte avec la vie. Mais non, je ne peux pas dire qu'il y a des personnages bibliques qui m'aient vraiment inspiré, auxquels je me réfère. Non, ou alors mon inculture est trop grande pour les connaître bien. Non, je vous dis les guerrières, oui, les combattantes. Bon, et Dieu dans tout ça ? Ça, c'était la grande question de Jacques Chancel. Ah oui. Et Dieu dans tout ça, mon Dieu, si j'ose dire. Je ne peux pas dire qu'il soit extrêmement présent dans ma vie. Je suis beaucoup plus attachée à des identités multiples. Je suis femme, je suis française, je suis juive, je suis journaliste, mais le judaïsme lui-même n'est pas, pour moi, un attachement très religieux. Je ne suis pas pratiquante, je suis consciente d'une histoire. Et d'une évolution historique d'un peuple, mais je suis très peu rattachée à la pratique religieuse, je dois reconnaître. En quoi est-ce que vous croyez alors ? Oh, c'est très compliqué ça comme question. D'abord, je ne pourrais pas dire absolument que si je suis au sens propre du terme, croyante ou non croyante. C'est très compliqué à savoir. Ça, c'est global. En quoi je crois ? Je crois ce que je vous disais tout à l'heure. Je crois en la justice. Je crois en la vertu peut-être du combat. Je crois au fait qu'il faut défendre ses opinions et ses croyances, qu'il faut défendre ceux qu'on aime, ses amis. Voilà, je suis... Mon père avait une jolie formule
peut-être hérité de son propre père et des histoires qu'ils avaient vécues, c'était la force morale. Et il disait, dans la vie, il faut avoir une certaine force morale. Et la force morale, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire je tiendrai le coup, ça veut dire je ne transigerai pas sur en quoi je crois, j'essaierai d'être le plus honnête possible. Encore une fois, c'est pas forcément des valeurs morales, là, c'est une sorte de respect de soi-même et de se tenir dans l'existence. Vous le disiez tout à l'heure, le judaïsme est l'une des facettes de votre personnalité, de votre identité plutôt que d'autres personnalités, et c'est évidemment pas la seule. Comment vous le décrivez, votre rapport personnel au judaïsme ? Indépendamment de questions de croyance ou pas croyance, de ce que j'ai compris de votre position sur le sujet, mais votre rapport au judaïsme. C'est un rapport historique et de civilisation et j'ai pas un rapport sartrien au judaïsme, c'est-à-dire que je ne considère pas qu'on est juif parce que on est considéré comme juif. Je considère qu'on est juif quand on se considère comme juif. Alors qu'est-ce que c'est se considérer comme juif ? Faudrait que vous me laissiez seul beaucoup plus longtemps pour que j'essaye de l'expliquer. Mon rapport au judaïsme, c'est un rapport affectif, traditionnel, presque familial, et voilà, de culture et d'histoire. Beaucoup plus que d'autres choses, vous l'avez compris. J'ai bien compris, vous avez été à l'école au Kurat Mer, qui est une institution laïque. Quel était dans votre famille, on comprend bien qu'il y avait surtout cette notion d'identité culturelle, d'héritage, mais est-ce que c'était décorrélé de toute pratique ou comment ça se passait chez vous ? J'avais une grand-mère qui était assez pieuse, qui allait à la synagogue comme d'autres vont à la messe. J'avais une mère qui pratiquait un peu moins, et je suis une fille qui a pratiqué encore moins que ma mère. Et j'ai des enfants qui pratiquent pas beaucoup. Et donc la pratique religieuse, c'est pas quelque chose qui était très présente dans ma vie. En revanche, oui, la conscience du judaïsme, ce que ça veut dire dans l'histoire, dans les persécutions, dans ce que ça signifie en termes de rattachement culturel, d'identité. Oui, ça a été présent. Mais la tradition, là encore une fois, la pratique... pas trop. Mais on sent néanmoins une importance accordée au sujet de la transmission, et on le voit bien d'ailleurs avec ce livre que vous venez de publier, La rafle des notables. Il y a quand même une volonté de léguer quelque chose, de raconter une histoire, de faire en sorte que les maillons de la chaîne ne se cassent pas, de transmettre à la fois les valeurs, à défaut d'une croyance ou d'une pratique, un héritage culturel, non ? Oui, surtout, je crois à l'histoire et je crois à la mémoire. Et je crois qu'on est chacun, vous parliez de responsabilité tout à l'heure, mais responsable non seulement de sa vie, mais de ce qu'on transmet aux autres. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Mais l'humanité est une chaîne. Et si on rompt cette chaîne, alors à ce moment-là, on n'est plus que des atomes qui évoluent dans l'éther. Donc oui, transmettre une histoire me semble important. Connaître son histoire est important. Et j'ai dédié ce livre à mes enfants et à mes petits-enfants. Mes petits-enfants ne sont pas encore vraiment en âge de le lire. Mais je pense que c'est important de connaître ses racines, d'où l'on vient, à défaut de savoir où l'on va. Et dernière question, vos enfants et vos petits-enfants, quand ils seront davantage en âge de comprendre, puisque vous parlez de transmission, qu'est-ce que vous avez envie de leur léguer, au-delà de cette histoire commune, de cet héritage du passé, souvent très triste, hélas, on en a parlé tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez envie de leur léguer comme valeur ? Eh bien, celle auquel je crois, dont on a parlé depuis un peu le début, c'est-à-dire de droiture, de respect, et puis de joie de vivre. Moi, je pense que je suis quelqu'un d'assez gourmand.
gourmande de la vie, gourmande de la beauté de la vie. On parlait de beauté aussi tout à l'heure. Je crois qu'il faut savoir jouir de la vie sans que cette jouissance gomme tout le reste, mais profiter de cette vie extraordinaire qui, quelquefois, vous est donnée. Et quand on a la chance d'avoir une vie heureuse, savoir la goûter. Et c'est ça que j'aimerais leur donner, leur apprendre et de leur dire. Enfin, mes enfants, ils sont grands maintenant, ils sont parents eux-mêmes. Mais à mes petits-enfants, de leur dire, voilà, vivez pleinement, profitez de la chance que vous avez. J'ai des petits-enfants qui ont la chance de pouvoir étudier, voyager, comprendre les choses. Eh bien, mon Dieu, qu'ils en profitent et qu'ils en fassent bon usage. Je crois que ça, c'est important de s'approprier le bon côté. Il y a tant de gens qui en ont beaucoup du mauvais. Et donc, savoir apprécier les belles choses que la vie ou le hasard, quelquefois, nous offre, je pense que c'est très important. Jouir de la vie et apprécier l'existence. Quelle merveilleuse façon de conclure, non pas cette émission, mais cet exercice d'introspection dans une certaine mesure. Je vous retrouve tout de suite. Alors d'abord, merci pour ce. Effectivement, je parlais d'introspection, c'était passionnant. De votre côté, à vous, comment est-ce que vous l'avez vécu? Qu'est-ce qui vous a plu, éventuellement moins plu? Écoutez, l'avantage de cet exercice par rapport à celui du psychanalyste, c'est que on reste très maître de sa parole. Et en plus, on ne paye pas. Et en plus, on ne paye pas. Non, c'est très agréable, parce que d'abord, vous avez une très jolie voix. C'est gentil, merci. Et que c'est agréable de se laisser conduire et bercer. Et surtout, je vais vous dire ce que j'apprécie, c'est le temps. Et c'est quelque chose qu'on a de moins en moins, et notamment dans les émissions de télévision. On est de plus en plus rythmé par une exigence, au fond, de zapping permanent à l'intérieur de la propre émission. C'est-à-dire qu'on n'a plus jamais le temps d'exprimer une pensée, une vision du monde, qui pour moi est quand même essentielle dans l'échange. Et je ne suis pas du tout adaptée, moi, à la télévision d'aujourd'hui, où il y a 15 chroniqueurs sur un plateau, il faut se zapper soi-même, où on a 25 secondes de temps de parole, et au bout du temps de parole, on était immédiatement coupé. Je suis pas confortable avec ça. Il y a une vraie frénésie, effectivement, et vous en parliez tout à l'heure, de cette urgence permanente, particulièrement vraie dans les médias, mais en réalité partout. Et de la façon dont vous avez essayé, dans les mandats qui ont été les vôtres, d'imposer un peu plus de recul, un peu plus de distanciation, ça a été facile d'imposer ça, parce que ça reste quand même à une profession qui est dans l'urgence permanente. Oui, ça l'était plus facile autrefois. Quand j'ai quand même arrêté mon émission il y a maintenant plus de 20 ans. Je parlais notamment au Huffington Post, qui était plus récent. Oui, alors là, c'était très différent, parce que c'est en effet un média différent, sur un mode différent, et il faut se l'approprier. Je ne suis pas hors du monde, et je ne suis pas hors de... Justement, j'aime beaucoup l'Internet et ces nouveaux modes de communication qui m'intéressent, m'interpellent, que je déplore de temps en temps, et que j'apprécie énormément par d'autres. Il y a le meilleur et le pire, mais quand on voit effectivement à quel point des informations pas toujours vérifiées peuvent faire le tour de la planète en un quart de seconde par la magie des réseaux sociaux, ça donne un peu le vertige quand même, non? Ça, et puis surtout la violence que ça procure, la haine qui circule. Je trouve qu'on est dans une époque d'une très grande violence. Tout est violent, regardez. Le climat est violent, les virus le sont aussi, la société est violente. La façon dont les gens s'improvisent en tribunaux permanents. Oui, et puis aussi les rapports de force le sont. Donc c'est ça qui est au fond un ferment de la violence quotidienne, et qui peut être un terreau pour l'extrémisme et la haine. Au fond, je déteste l'extrémisme. C'est affreux. Et vous qui avez eu des postes à haute responsabilité justement dans des médias, est-ce que vous avez réfléchi? Alors évidemment, on ne peut pas aller contre les réseaux sociaux, contre toutes ces nouvelles technologies qui par ailleurs sont aussi gages du meilleur, mais
Quelles sont vos pistes de réflexion pour ralentir un petit peu et faire en sorte qu'on prenne plus de recul, plus de distance? Je ralentis pas vraiment parce que je m'aperçois que dès le réveil, je suis sur mon smartphone ou sur mon iPad à essayer de savoir justement les dernières nouvelles et ce qui s'est passé. Donc je suis pas le meilleur exemple de ralentissement. Vous vivez encore sous perfusion avec l'actualité en permanence, très dopée à l'actualité. Oui, ça je dois dire, quand je vais repartir de votre studio, je vais mettre tout de suite France Info pour savoir ce qui s'est passé. Dans la minute, arrivé chez moi, je mettrai sûrement une chaîne d'information permanente. Je ne dis pas que j'y suis scotchée, mais c'est un réflexe, ça. Vous êtes lié au réel. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que dans l'écriture, ça me bloque. J'ai beaucoup de respect pour les romanciers, les littéraires, ceux qui sont capables d'imagination. J'ai l'impression d'être totalement dénuée d'imagination parce que je suis très attachée au réel. Et ça, c'est peut-être une déformation de journaliste. Formation professionnelle, oui. Pour moi, c'est important de me rattacher à la réalité. J'ai beaucoup de mal à me détacher de cette réalité. J'étais interpellée tout à l'heure quand vous disiez on glorifie l'intelligence, là où on peut parfois avoir le sentiment plutôt d'un nivellement par le bas et de mon humble point de vue du fait que l'intelligence n'est pas toujours assez mise en avant et que c'est souvent d'autres réalités qu'on met en avant. Vous avez vraiment le sentiment qu'on glorifie l'intelligence aujourd'hui? On glorifie l'intelligence. Je dis que généralement quand on demande aux gens leurs sentiments sur quelqu'un, c'est ce qu'ils mettent en avant, c'est une personnalité intelligente. Et je ne pense pas que ce soit la qualité première. Après tout, l'intelligence est assez communément répandue. C'est intéressant. Quelle est la qualité à laquelle vous êtes la plus sensible chez un être humain, si ce n'est pas l'intelligence? Qu'est-ce qui va le plus vous toucher? Il y a la générosité, le courage, encore une fois, la bienveillance. C'est quelque chose qui est extrêmement absent de nos professions, de nos milieux, de nos vies urbaines. Et ça, c'est la chaleur, la spontanéité, l'éclat. Vous évoquez plein de qualités dont certaines vous sont propres et on évoquait tout à l'heure effectivement des qualités comme la droiture, etc., dans lesquelles vous vous reconnaissez. On a l'impression, vu de l'extérieur, que vous n'avez que des qualités. Si vous deviez mentionner un défaut, ne serait-ce qu'un seul. Je suis très anxieuse, anormalement anxieuse. Je suis paresseuse avec volupté, je le disais. Je suis quelquefois péremptoire et pas forcément tolérante, malgré tous mes efforts d'explication que c'est la chose la plus importante. Il m'arrive d'être parfaitement directive et déterminée. J'ai plein de défauts. Vous évoquiez tout à l'heure, et ce sera ma dernière question, ces écrivains qui ont beaucoup d'imagination. Alors, si vous étiez un personnage de roman, vous seriez lequel ? Si j'étais un personnage de roman, j'aimerais bien être dans une nouvelle de Stefan Zweig. Formidable auteur. Vous avez laquelle nouvelle? Amok. Amok. Bon, j'aime beaucoup Amok. J'aime beaucoup oui, ces nouvelles en général, ces biographies sont formidables. J'aimerais être un personnage qu'un écrivain tel que lui peut faire vivre à la fois dans son temps, dans sa psychologie, parce qu'il mêle beaucoup, il mêle à la fois la psychologie à la Freud et puis l'époque dans laquelle on vit, et ce mélange-là m'intéresse. Alors vous avez fait vivre, et je conclus avec votre actualité, non pas des personnages fictifs, mais des personnages parfaitement réels, à commencer par votre grand-père, Léonce Schwartz, dans ce livre dont je rappelle le titre, La rafle des notables. C'est publié chez Grasset. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci beaucoup Ariane. Merci, et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO, ktotv.com. À bientôt.